L'Ukraine a-t-elle perdu la guerre? Alors sur le champ de bataille, évidemment non. Tout nous pousse à penser le contraire. Les soldats sont combatifs, on ne laisse pas les Russes prendre du terrain, les armes occidentales continuent d'arriver, mais il y a une autre réalité qu'a tenu à dénoncer le chef de l'armée ukrainienne dans les colonnes de The Economist. Il dit « En 5 mois de contre-offensive, nous avons avancé de 7 kilomètres. Il n'y aura probablement pas de vraie percée profonde. Nous sommes dans une impasse. » On accueille Aline Lebaille-Crémer. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. C'est la première fois qu'il dit les choses aussi franchement, sans filtre. Qu'est-ce qu'on doit lire à travers ça? On doit lire plusieurs choses, à mon sens. Il y a une forme, petit 1, de cahier des charges, aussi dans le document de 8 pages qui va avec, qui est un cahier des charges finalement assez précis, et c'est la première fois qu'il est assez publiquement autant précis de ce qui manque à l'Ukraine pour réaliser une percée. Donc il y a quand même ça à voir. Il parle d'angles qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi dans l'espace public, la question de ce qu'il appelle presque la percée technologique, en fait, une recherche, l'équivalent en matière d'innovation dans l'histoire de la guerre de la poudre à canon. Donc en fait, il explique que c'est ça qui manque. Après, on était déjà au courant tout de même qu'il y avait des questions de mines et sur l'impasse et sur l'erreur qu'il endosse. Et c'est, à mon sens aussi, une lecture intéressante, c'est qu'il endosse l'erreur. Et on a pu assister à des débats autour de cette interview qui venaient à dire que comment ça, pourquoi il le disait maintenant, etc. Et c'est oublier quand même 2 facteurs importants que de dire qu'il n'aurait pas dû faire ça. C'est déjà la question de la vérité en Ukraine qui est quelque chose de fondamental. Et surtout quand on combat la Russie et le Kremlin, et de savoir que quelque chose qui est vérité, en fait, c'est au cœur de ce pourquoi se battent les Ukrainiens. Donc il fallait aussi quelque chose d'explicitement dit, d'explicitement précis. Et au passage, il endosse quand même l'erreur. Et si je puis me permettre, ça protège un président que d'endosser une erreur aussi. Parce qu'il a beaucoup été reproché ces derniers temps à Zelensky, mais où elle en est la contre-offensive, comment ça se fait que ça avance pas? Et ben en fait, on a l'état-major qui dit voilà pourquoi ça n'avance pas. C'est mon erreur, quelque part. Et sur la nature de l'erreur aussi, c'est à entendre, et je pense que ça n'a pas été assez souligné, c'est de dire que son erreur, c'est d'avoir cru que les vagues humaines qui sont envoyées aussi côté russe, entre autres choses, c'est quand même un point sur lequel il insiste, il dit... au-delà de 150 000 hommes perdus, toute nation aurait dû s'arrêter et peut-être concéder des choses. Et ce qui n'était pas prévu, c'est que les Russes, en 2023, ne s'arrêtent pas à ça. Donc ça, c'est important, je pense, dans la lecture à avoir de ce texte, qui n'est, à mon sens, ni déprimé, ni si pessimiste que ça. Après, ça, c'est mon optimisme. C'est sur l'appréciation, sans doute. Ça, on peut l'entendre, mais enfin, je pense fondamentalement qu'il y a quelque chose à entendre de l'ordre de la vérité qui est extrêmement importante et de la protection, au passage, d'endosser l'erreur, donc de la protection du chef. Vous dites que ce n'est pas forcément si pessimiste, mais on va quand même aller poser la question à Marianne Kotonov, qui est l'une de nos envoyées spéciaux en Ukraine. Bonjour à vous, Marianne. Alors justement, vous qui suivez ce qui se passe sur le terrain jour après jour, est-ce que ce qui s'apparente là, c'est selon vous le sentiment parmi les rangs ukrainiens qu'on est abandonné ? C'est vrai que là, en Ukraine, on passe quand même par une période un peu difficile. Hein, et il faut bien constater que c'est une guerre très longue. Elle dure maintenant depuis 20 mois. La contre-offensive, vous venez de le dire, est dans l'impasse. Ça n'avance pas, et en tout cas pas aussi vite que ça avait été annoncé. Donc tout ça fait que, qui dit guerre longue dit soutien long, et que c'est très compliqué parce que vient à cela s'ajouter la guerre en Israël. Et c'est vrai que les Ukrainiens ont conscience que ce soit les médias, que ce soit l'opinion publique, beaucoup maintenant de regards sont tournés vers Israël, et on a un peu la tendance à oublier le conflit en Ukraine. Preuve en est, on a fait une interview avec Mykolaïv Podolyak, qui est le conseiller de Volodymyr Zelensky, qui nous disait mais vous êtes encore de nombreuses équipes sur le terrain, il y a encore beaucoup de journalistes, parce que on a l'impression que les journalistes sont principalement maintenant en Israël, et on sentait poindre l'inquiétude dans sa voix. Et c'est vrai aussi que ce qui est compliqué pour les Ukrainiens, et ils s'en rendent compte, c'est que
que demander un soutien qui est long, parce qu'il dure quand même depuis 20 mois, et demander en plus encore des milliards de dollars ou d'euros dans un contexte d'autres crises mondiales, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. On l'a vu aussi avec Volodymyr Zelensky qui multiplie les interviews dans des médias occidentaux. La dernière en date, c'était le Time, parce qu'il ne faut pas qu'on nous oublie, c'est toujours la même communication. La semaine dernière, par exemple, le ministre de l'Intérieur ukrainien a communiqué sur le fait qu'en 24 heures, l'Ukraine avait connu l'attaque la plus importante depuis un an. En fait, 118 localités avaient été bombardées, nous disait-il. C'est vrai, ce qu'il ne dit pas, c'est que, en fait, oui, c'était bombardé, mais c'était tout sur la ligne de front de l'Est, c'était dans le sud du côté de Kherson, et quand il parle de localités, c'était très souvent des petits hameaux de quelques habitations qui sont déjà complètement désertés par les habitants et qui sont ce qu'on appelle, nous, des villages aplatis, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien que des ruines. Donc on voit cette inquiétude de l'Ukraine. Tous les regards maintenant sont tournés vers Israël. Et puis il y a bien sûr cette crainte que le passé ne se répète depuis les accords de Minsk en 2015 et la guerre dans le Donbass. C'est vrai que la guerre dans le Donbass n'a jamais passionné les foules et pourtant elle durait depuis 8 ans. Merci infiniment Marianne Cotanoff, merci également à Thibaut Bruck qui est à vos côtés. Aurélien Duchesne, malgré tout, si on reprend les propos de Zaloujny qui dit quand même nous sommes face à une impasse, pourquoi est-ce qu'il le dit et pourquoi maintenant? C'est destiné à qui? Quel message il veut faire passer? Est-ce que c'est pour secouer l'opinion? Je dirais que c'est une contre-offensive informationnelle à l'appui de la contre-offensive sur le terrain, c'est-à-dire que l'Ukraine avait été mise sur la défensive, et quand je dis sur la défensive, à la fois d'une part des Occidentaux, des opinions publiques occidentales qui sont dans une posture de demande à l'Ukraine, sur le mode « vous nous avez promis monts et merveilles », ce que les Ukrainiens n'ont jamais fait au passage, et ça coince, et puis on en veut pour notre argent. J'entends, par exemple, c'est ce discours qui arrive de plus en plus en Allemagne, avec, par exemple, les critiques sur le mode on envoie des milliards d'euros à l'Ukraine, mais l'Ukraine ne progresse pas. Et donc, il y a destination des opinions publiques occidentales. Et deuxièmement, aussi, il faut mener une contre-offensive face aux récits, aux narratifs qui sont portés dans l'idée que l'éternelle et invincible Russie a encore une fois retourné la situation à son avantage, que la masse et l'épaisseur de l'armée russe ont réussi à stopper l'aide de l'OTAN et la contre-offensive ukrainienne. Donc déjà, il y a ça. Il y a reprendre l'initiative sur le terrain informationnel de la même manière qu'il faut la reprendre sur le terrain en Ukraine même. Deuxièmement, les Ukrainiens sont constants. Ils font le pari de la transparence. De la même manière qu'avant la contre-offensive, Zelensky répétait on ne passe pas à la contre-offensive parce que, je prends un exemple, il nous manque le support aérien, il nous manque les capacités aériennes pour ne pas envoyer nos hommes au massacre et pour faire du combat dit interarmes ou combiné. Là, Zaloujny redit qu'il y a une carence côté ukrainien, par exemple en attendant les F-16 ou en matière de défense aérienne. Il y a une continuité à la fois dans les demandes et une continuité aussi dans le pari qui est fait de la transparence. Côté russe, évidemment, c'est le pari du bullshit et de l'absence de transparence totale. L'Ukraine est constante pour ne pas perdre les opinions et même les retourner au moment où les opinions vont davantage, à juste titre, vers le conflit israélo-palestinien. Je comprends le besoin de transparence quand même, mais Vincent Hugeux, est-ce que à dire cela et justement à renvoyer en plus finalement au manque de suivi de la part des partenaires, ça n'est pas se montrer un peu ingrat? Parce qu'on a quand même donné, je crois, rien que du côté américain, plus de 110 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut avoir aussi le sentiment, alors que ces propos sont tenus, que c'est un peu facile d'emmagasiner les armes, même si tout n'arrive pas, et que derrière, si les résultats ne sont pas là, c'est pas forcément la faute de l'Ukraine? La petite rengaine de l'ingratitude, elle flotte chez certains des partenaires de l'Ukraine depuis l'été 2022. Donc je pense que là, c'est du billard à trois bandes, alors avec sa part de risque évidemment. D'une part, c'est conforme au personnage Zaloujny. Même si là, il est allé assez loin, c'est pas la première fois qu'il tient des propos carrés qui ont vocation donc à s'adresser bien sûr aux Ukrainiens, civils et combattants, à qui on n'a pas besoin de répéter que le destin est marqué par du sang, de la sueur et des larmes pour un certain temps, mais aussi évidemment aux alliés. Je pense que le pire pour l'Ukraine aujourd'hui, et ça, Zaloujny n'est pas qu'un stratège militaire, c'est aussi un stratège de la sphère informationnelle, le pire, c'est de glisser en dehors des écrans radars de manière irréversible. C'est le silence et l'oubli. Donc dès lors que vous établissez un constat inquiétant, vous contraignez vos partenaires, vos alliés, à se déterminer par rapport à ça.